Bonjour à tous, chers collègues. Alors, ça va arriver tout doucement, mais j'ai eu plein d'excuses. Je ne saurais pas dire de qui, parce que les uns et les autres m'ont croisé. Il y a plein de délégations qui se réunissent ce matin, donc voilà. En tout cas, merci au courageux du matin d'être présent. D'autres nous rejoindront peut-être. Nous recevons ce matin, je vais vous demander un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Nous recevons ce matin donc Monsieur Elie Tenenbaum, qui est directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, autrement dit l'IFRI, à la suite de la publication de l'étude publiée tout récemment par l'Institut et intitulée Europe-Russie, évaluation des rapports de force. Cette audition, qui est captée et diffusée sur le site internet du Sénat, est pleinement d'actualité. Il y a quelques jours, reprenant la méthode employée pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, les États-Unis ont présenté un plan de paix en 28 points, reprenant les principales demandes russes et marginalisant l'Europe, qui ne cesse pourtant de clamer qu'il ne peut y avoir de solution en Ukraine sans l'Ukraine et qu'il ne peut y avoir de solution concernant l'Europe sans l'Europe. Je l'ai entendu de nombreuses reprises à Copenhague il y a 48 heures lors de la COSAC. Beaucoup d'interventions sont allées en ce sens. Les discussions entre les Européens et les États-Unis ont finalement fait évoluer la proposition américaine, ramenée à 19 points, mais sans remettre fondamentalement en cause la démarche de médiation américaine. L'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président Trump, Jared Kushner, se sont rendus à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, qui accuse les Européens de ne pas avoir de programme de paix et d'être du côté de la guerre. S'ils ne sont pas parvenus à un accord sur les concessions territoriales, c'est bien vers cela que tendent aujourd'hui ces négociations, en les assortissant de conditions plus ou moins restrictives s'agissant de la souveraineté et du futur même de l'Ukraine. Parallèlement, le président ukrainien, affaibli par les affaires de corruption qui ont emporté son directeur de cabinet Andrei Yermak et deux de ses ministres, était à Paris en début de semaine. Le président de la République a refusé à cette occasion de qualifier l'initiative américaine de plan de paix formalisé. Mais quels sont aujourd'hui les atouts dans la manche des Européens ? L'Union européenne a adopté 19 paquets de sanctions à l'encontre de la Russie, ainsi que plusieurs règlements pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne et la coopération en matière de défense. Malgré cela, l'impact réel des sanctions mériterait une étude approfondie, et l'on ne peut que constater, pour le déplorer, que les promesses faites par Thierry Breton de voir les États membres de l'Union européenne produire plus de munitions que la Russie peinent à se concrétiser. J'y ajoute à cela, bien sûr, tous les débats qu'il y a en ce qui concerne les avoirs russes, leur utilisation. Alors, est-ce qu'ils doivent être vendus pour travailler sur la reconstruction ? Nous avons des échanges réguliers là-dessus. On entend les uns et les autres. On peine à trouver une solution. Et c'était encore le cas, et je l'ai entendu dans de nombreux discours, il y a 48 heures à Copenhague. L'Union européenne a payé au prix fort sa dépendance au gaz russe, dont elle devrait s'affranchir d'ici la fin de l'année 2027, selon l'accord trouvé hier, même si le Premier ministre hongrois affirme qu'il continuera, lui, à importer du gaz et du pétrole russe. Hier encore, la Commission européenne a présenté un nouveau plan de soutien financier à l'Ukraine pour la période 2026-2027, en proposant deux options: soit un emprunt commun de l'Union européenne, soit un prêt de réparation qui serait financé par une habilitation donnée à la Commission européenne d'emprunter des soldes de trésorerie auprès d'institutions financières de l'Union détenant des actifs immobilisés de la Banque centrale russe. Nous savons à cet égard que la Belgique présente une problématique particulière et nous savons que le débat sera difficile. Ce point figurera à l'ordre du jour du prochain Conseil européen, mais nous avons pu constater avec nos collègues présents à la COSAC, je le disais il y a un instant, l'ampleur des débats entre les États membres sur ce sujet, mais aussi les divisions au sein des délégations parlementaires présentes, la Hongrie tenant toujours un discours très critique, mais obtenant aussi parfois des soutiens plus ou moins nettement affichés. Dans les différents États membres, nous constatons que la menace russe se déploie sous différentes formes, y compris des attaques hybrides visant à saper les fondements de nos démocraties. C'est tout l'objet du bouclier européen de la démocratie que nous avons évoqué la semaine dernière avec Viginum. Nous voyons également la menace à l'œuvre dans les pays candidats. Les craintes d'une agression militaire de la Russie à l'encontre d'un État membre d'ici 2030 s'expriment de plus en plus ouvertement. Et il importe de préciser clairement le rapport de force entre l'Europe et la Russie.
Nous devons être lucides sur nos forces et nos faiblesses dans tous les domaines si nous souhaitons prendre les décisions adaptées. Monsieur Tenenbaum, le rapport publié par l'IFRI présente une évaluation globale, quantitative et qualitative dans tous les secteurs des rapports de force à moyen terme, regroupés selon 4 lignes de force: l'économie et l'énergie, la dimension stratégique et militaire, la résilience politique et sociale et le positionnement international et les systèmes d'alliance. Il présente donc un intérêt tout particulier dans le contexte que nous connaissons. Je vous laisse le soin de le présenter, donc synthétiquement, avec vos mots, et puis après nous laisserons la parole à nos collègues qui vous questionneront. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est toujours un honneur pour les chercheurs de l'IFRI d'intervenir devant la représentation nationale lorsqu'elle nous sollicite au titre de notre mission d'utilité publique, d'intérêt général, d'éclairer le débat et la décision publique sur les questions internationales et stratégiques, en particulier dans cette période, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, de tensions internationales et de bouleversements qui nous oblige. Je vous remercie donc de cette invitation à présenter ce projet et ce rapport dont l'idée originale est née au tout début du mois de mars 2025, à un moment où les Européens semblaient comme pris d'une forme de tétanie après la séquence de la conférence de la sécurité de Munich en février 2025, où le vice-président J.D. Vance s'était exprimé à la tribune pour faire part de ses doutes sur le partage de valeurs et d'intérêts entre les États-Unis et les Européens, et puis de la rencontre dans le bureau ovale entre le président Trump et le président Zelensky. Moment également où l'Amérique, qui s'était jusqu'à présent positionnée et finalement depuis la Seconde Guerre mondiale comme la clé de voûte de la défense du continent européen, semblait prendre une autre voie, ou en tout cas acter une forme de réarticulation. Au sommet de Londres, qui s'était réuni peu de temps après, en urgence, le Premier ministre, dans ce qui allait devenir la coalition des volontaires, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, demandait à la presse pourquoi 500 millions d'Européens devaient demander à 300 millions d'Américains de les protéger contre 140 millions de Russes. Cette perspective, prise sous l'angle de la stricte démographie, qui est évidemment un facteur, mais un seul facteur parmi de nombreux autres des rapports de puissance, nous a interpellés, mais nous semblait intéressant pour remettre finalement en perspective justement certains rapports de force que l'on percevait en Europe peut-être à tort comme forcément défavorables en l'absence d'une aide américaine, alors qu'un regard froid et analytique pouvait montrer certes des vulnérabilités, certes des points d'attention, mais aussi une force européenne qui parfois s'ignore, et des points de vulnérabilité et de faiblesse de la Russie qu'elle a jusqu'à présent relativement bien réussi à masquer à travers son entreprise. Vous rappelez, Monsieur le Président, les menées en termes de guerre hybride, de guerre de l'information, et j'en passe, sur la capacité de la Russie à projeter une image de puissance. Donc pour se lancer dans ce projet qui était sous la direction de Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, nous avons proposé à la fois une méthode et une équipe spécifique. La méthode est celle dite du Net Assessment, qui a été développée par les analystes durant la guerre froide, qui vise à aller au-delà des seules données brutes, quantitatives, pour analyser également différents facteurs et prendre en compte les facteurs immatériels, ce que j'appellerais les indénombrables, l'entraînement des forces sur le plan militaire, mais aussi le moral et les intérêts stratégiques, d'autres formes de résilience, de force et de faiblesse. L'objectif de la méthode de Net Assessment, qui vient au départ de l'analyse stratégique, mais qu'on a cherché effectivement à étendre au niveau de l'analyse multidimensionnelle, vous l'évoquiez sur les 4 parties du rapport,
économique, militaire, politique, sociétale et diplomatique, visait notamment cette méthode de net assessment à dégager finalement des orientations et des recommandations qui n'étaient pas simplement une forme de nivellement en disant parce que à l'époque l'URSS avait tant de chars, l'OTAN devait avoir tant de chars. En fait, il y a des effets dits de compensation qui peuvent se faire à l'intérieur d'une dimension, la dimension militaire, on le sait bien, entre les domaines de lutte aérien, terrestre ou naval par exemple, mais aussi entre les dimensions que la force économique ou diplomatique peut parfois offrir, pas toujours, et dans certaines circonstances, des formes de compensation de certaines vulnérabilités qui peuvent exister dans d'autres dimensions. L'équipe, merci de montrer effectivement cette slide, correspondait aussi à une volonté de la part de l'IFRI de mener une réflexion non pas strictement en tant qu'institut français des relations internationales, mais aussi en animateur d'un réseau de partenaires et d'homologues européens. Et je remercie ici la dizaine de think tanks ou de nos homologues européens qui se sont pliés, et je dois le dire de très bonne grâce et d'emblée au soutien de ce projet, qui ont été tout de suite intéressés à l'idée qu'un institut français puisse emmener une réflexion européenne sur cette question des rapports de force, et donc nous avons des instituts lettons, finlandais, suédois, polonais, slovaques, italiens, estoniens, britanniques et européens plus largement, et allemands évidemment, qui se sont associés à ce travail, aussi bien en avance de phase, en instigateur, avec un sondage qui leur a été fait parvenir, qui est venu informer notre travail de recherche et de rédacteurs, avec une équipe de rédacteurs qui est restée IFRI pour des raisons de simplicité, et ensuite un travail de relecture, de commentaires, qui, je dois le dire, a été substantiel et nous a amené à amender notre rapport, et ce rapport final qui arrive serait bien différent, je pense, que si on n'avait pas eu ces soutiens. Alors très rapidement, je vais passer en revue les 4 grands thèmes. Donc on peut faire effectivement sur les fronts de l'économie, c'est Marc-Antoine Masga qui est directeur du centre énergie-climat de l'IFRI. Ce qui ressort de prime abord, c'est que si la Russie, encore une fois, était capable de projeter une image d'une certaine résilience, peut-être avancer un petit peu sur les slides, montrer. Alors on va avancer sur sur les réserves. Voilà, il y a différentes infographies dans le rapport que vous trouverez évidemment en ligne. La résilience, une certaine résilience de l'économie russe grâce au contournement des sanctions, grâce à un appui chinois très clairement identifié et mis en avant, mais qui s'est fait au prix pour la Russie malgré tout d'une inflation croissante, d'un effondrement des réserves de change. On les voit ici, ça s'est accéléré puisque vous avez les données consolidées 2024, mais sur 2025, l'effondrement des réserves en or, des réserves de liquidité, des réserves de change en devises étrangères s'est considérablement effondré. Le trésor de guerre, d'une certaine manière, que s'était constitué la Russie avant de démarrer, est aujourd'hui en train de s'assécher. Les dépenses militaires en 2024 ont dépassé les revenus des hydrocarbures, de la vente d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Et les investissements directs à l'étranger se sont effondrés, et les dépenses de R&D, de recherche et développement de la Russie se sont effondrées. Donc d'une certaine manière, la Russie semble solide sur ses bases, mais en fait ne cesse de se fragiliser et sacrifie
l'effort et sacrifie à l'effort de guerre tous les investissements dans l'avenir. L'Europe, de son côté, malgré sa faible croissance que vous connaissez bien ici et les problèmes structurels, y compris de cohérence de son marché, a absorbé l'essentiel du choc énergétique causé par la réorientation et la diversification des approvisionnements, et reste aujourd'hui attractive en termes d'investissement avec un bon niveau de recherche et développement. Sur les questions de défense, je n'étant pas économique, n'étant pas économique, je ne m'étends pas davantage dessus, mais évidemment, je me tiens à votre disposition pour toute question. Sur les questions de défense et de sécurité, je pense que ce qui est tout d'abord important de prendre en compte, c'est que la Russie cherche à redéfinir l'ordre de sécurité en Europe. Elle ne cache pas ses objectifs, elle en a fait part dans ses documents, dans ses communications, dans les mémorandums qu'elle a communiqués aux États-Unis et à l'OTAN en décembre 2021, avant son agression à grande échelle contre l'Ukraine, et à bien des égards, la teneur des discussions avec les représentants américains depuis 2025 confirme cette volonté de revenir non pas seulement sur la question ukrainienne, mais sur l'ensemble du règlement de l'après-guerre froide et des décisions et des émancipations souveraines qui ont eu lieu à cet égard. Sur le plan donc, notamment des relations de sécurité, la Russie cherche donc à rétablir une forme de contrôle politico-sécuritaire sur son ancien espace impérial en neutralisant et divisant autant que possible l'Europe de l'Ouest. Le facteur nucléaire est évidemment abordé, il est fondamental dans la perception d'une asymétrie russe que la Russie perçoit comme favorable à Moscou. Pour autant, aujourd'hui, il y a des effets et des capacités de nivellement, y compris du fait, et notamment du fait de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, même si celle-ci ne saurait suffire aujourd'hui à équilibrer et à résister, en l'absence des États-Unis, à la menace d'une forme de coercition nucléaire au-delà du périmètre des intérêts vitaux de la France, tels que le président de la République peut les définir. En termes strictement militaires et conventionnels, le point... alors, revenez juste sur la slide précédente. Les capacités terrestres ont souvent été mises en avant par la presse dans sa lecture du rapport. Effectivement, nous concluons à un volume et une puissance de feu qui sont du côté de la Russie. Sur le plan strictement quantitatif, y compris en capacité de mobilisation de cette puissance. Alors évidemment, si vous regardez du côté de certaines données, par exemple l'artillerie tractée ou automotrice que vous voyez ici, mais 60% de cette artillerie tractée est en fait composée de stocks grecs ou roumains vieillissants, dont la mobilisation sur les actions de défense collective n'est pas certain. Au-delà de ça, l'Europe, certes, dispose d'un certain avantage en termes de performance du commandement, de qualité d'encadrement et d'entraînement de ses forces terrestres, mais il faut constater que l'Europe, globalement, est à la peine sur cette capacité clé de la dimension terrestre. En revanche, slide suivante s'il vous plaît. Dans le domaine de la puissance aérospatiale, vous avez une donne qui est clairement à l'avantage de l'Europe, aussi bien quantitatif que qualitatif, à condition, et c'est une condition importante, d'être capable de mener deux missions. D'abord, la neutralisation des défenses aériennes ennemies. Vous voyez un avantage russe dans le domaine des systèmes de missiles anti-aériens ou de défense sol-air. Et donc, les missions de neutralisation de défense aérienne ennemie ont été pendant trop longtemps finalement délaissées par les forces aériennes européennes et donc sont la condition nécessaire pour l'acquisition de la supériorité aérienne. Et ensuite, de revaloriser les stocks de munitions air-sol parce que c'est la condition de pouvoir exploiter cette supériorité aérienne. Il ne suffit pas de la conquérir, il faut ensuite pouvoir l'exploiter. Mais il y a... de notre point de vue, un avantage clair européen dans ce champ de la puissance aérospatiale.
peut-être pour les slides suivantes, mais voilà. Alors ça, c'est justement les enjeux en termes de défense aérienne, des dépendances stratégiques européennes. Je pense sur le plan maritime, spatial et cyber, il y a un avantage en puissance à l'Europe, à condition de pouvoir l'exploiter. Rapidement, pour basculer sur le front politique et sociétal. Là aussi, à l'instar du champ économique, je dirais que la Russie donne une impression de force et de stabilité qui cache une certaine fragilité, avec une grande faiblesse des institutions et une fragilité liée à l'hypercentralisation du système Poutine. Dit des siloviki, des systèmes de force, là où l'Europe parfois projette une image de fragilité et de fragmentation qui est bien réelle, et malheureusement on le voit régulièrement sur la scène nationale comme européenne, mais c'est le prix à payer de la démocratie, mais derrière avec une relative stabilité et une solidité. Je pense par exemple à cet exemple sur l'évolution du soutien des Européens à l'Ukraine entre 2022 et 2025. Alors ce sont des chiffres agrégés, évidemment, vous avez des divergences importantes selon que vous vous placez à Tallinn, à Helsinki ou à Madrid et Rome, mais dans l'ensemble, au-delà de ces divergences géographiques, vous avez en fait une relative stabilité de cette question, qui est une question importante pour la sécurité de l'Europe, mais qui n'est pas la seule. On avance peut-être sur les... Vous avez une description du système Poutine qui finalement repose sur peu de personnes. Vous avez une évolution donc, de ces par pays avec du soutien à l'Ukraine, mais vous voyez que finalement on reste sur des taux relativement élevés, même si vous regardez l'Italie ou même la Hongrie, qui pourrait paraître comme le contre-exemple absolu, finalement l'évolution n'est pas si frappante. Alors on peut continuer à avancer. Bon, vous avez les forces démographiques que j'ai évoquées en entrée, et on va passer ensuite sur le quatrième et dernier point, qui est celui des alliances et des partenariats. Là aussi, et peut-être c'est celui qui ressort comme le défi le plus difficile pour les Européens, puisque la Russie a su capitaliser sur finalement un certain nombre de narratifs, de récits qui ont cours et qui dominent dans ce qu'on appelle à tort ou à raison le sud global, en dépit des réalités économiques et d'aide au développement dans lesquelles l'Europe est bien davantage impliquée dans le partenariat économique, politique, diplomatique avec ces pays que ne l'est la Russie, mais en jouant sur les questions de sécurité d'une part et sur les questions informationnelles de l'autre, la Russie a aujourd'hui réussi de fait à fragiliser une position européenne qui paye le prix d'une certaine histoire, aussi peut-être d'un manque d'agilité sur le champ informationnel, en dépit encore une fois du manque de réalité parfois, et on le voit bien aujourd'hui par exemple au Sahel, ce que vaut la réalité de l'alliance et du partenariat offert par la Russie. Je termine, puisque le temps qui m'était imparti arrive à son terme, pour conclure. La conclusion essentielle de l'étude est la suivante, et je vais peser mes mots, puisque chaque mot compte. À notre sens, les Européens, collectivement, ont les moyens économiques, le savoir-faire militaire, les compétences technologiques et industrielles pour faire face à la menace russe, à la condition essentielle de faire preuve de la volonté politique et de la cohésion européenne qui est nécessaire. Je pense que c'est cette formule que nous avons pesée et que nous avons validée auprès de nos partenaires européens est à méditer dans cette période de doute, de tension,
et dans lesquelles, vous l'avez rappelé en introduction, Monsieur le Président, l'Europe prend le risque de voir son destin et sa sécurité être définis par d'autres. Je vous remercie. Très bien, merci. C'était concis et précis. Alors, je vais passer la parole aux collègues qui le souhaitent. On a pas mal de sujets. Hein, ouais. Juste un détail pour percevoir la pertinence de votre rapport. Quand vous avez mis ce tableau sur les différents rapports de force, et je m'en confiais à Xavier Moelle, on a fait un déplacement en Estonie sur la base de Tapa, et effectivement, ça m'avait surpris à si grande proximité de la Russie, de voir une base militaire où il y a des Estoniens, des Français, des Anglais, en présence militaire humaine assez forte, de ne pas voir sur une base aussi grande de défense antiaérienne, à quelques kilomètres de la frontière russe. Ça m'avait vraiment surpris, alors qu'il y a du matériel, il y a des choses, et on le constate sur votre diaporama. Je n'ai pas l'expertise suffisante pour le voir, mais j'apporte avec cet exemple particulier la réalité des faits. Alors, on y va, mesdames. Allez-y. Et dites donc, et remarquez une chose, hein, il y a une parité parfaite. Allons-y. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour cette présentation. J'ai 3 questions totalement différentes vu la diversité des sujets. Un sujet sur la dépendance croissante de Moscou à Pékin, puisque c'est mentionné dans le rapport. Vous savez que le président de la République est actuellement en Chine. Donc est-ce que vous pourriez parler davantage de la relation croissante des Russes avec les Chinois, et est-ce que potentiellement c'est une vulnérabilité qu'on pourrait à un moment donné exploiter? La deuxième, c'est vous avez parlé de la méthodologie et du fait que vous mesuriez d'une certaine façon des facteurs qui sont immatériels. Donc je voulais revenir sur le niveau réel de résilience de la société russe. Et quels facteurs pourraient éventuellement provoquer un basculement interne, si tant est qu'ils existent. Et dernière question, j'ai vu que vous aviez une slide sur le volume d'aide au développement en Europe. Qu'est-ce que vous comptiez dire à partir de ça? Merci. Merci Sophie. Alors dans l'ordre des levées de main, Louis-Jean. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci, c'est extrêmement intéressant, même si on est un peu perdu dans les chiffres et les graphiques et autres. Au fond, ça ferait à dire, mais avec la guerre en Ukraine, on sait où ça peut se passer et comment ça peut se passer. Et donc, est-ce qu'on est prêt, que ce soit les Balkans, la Pologne ou autres, est-ce qu'on est prêt en matériel aérien, sur place, etc., de transport, c'est pas la peine de faire une Maginot, mais est-ce qu'on est prêt à répondre de façon très efficace, et plus qu'efficace, parce que Poutine sera obligé de quitter l'Ukraine pour aller sur nos territoires, sauf s'il y a un accord de paix entre l'Ukraine et puis la Russie, qui lui permettra après de s'occuper du reste de l'Europe. Donc ma question, c'est dans ce sens-là. Est-ce que maintenant qu'on le sait, est-ce qu'on est prêt? Christine, je prends toutes les questions, puis je vous laisse. Merci, j'avais exactement la même question que Sophie Briante pour comprendre quel était le message derrière ce tableau d'aide publique au développement, parce que c'est un sujet qu'on va avoir très prochainement. Et voilà. Merci Christine. Et Mathilde. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour votre présentation. 3 questions pour ma part aussi. Dans votre rapport, vous parlez du Rassemblement national sur le volet politique. Comment prendre en compte la vulnérabilité de la montée d'extrême droite qui ont toujours des liens potentiellement forts avec la Russie, alors que ces extrêmes droites en France, en Allemagne par exemple, montent. Un point sur le volet, vous avez beaucoup dans votre présentation insisté sur le volet matériel, disons militaire, sur le volet humain. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations aussi sur la préparation des militaires européens face aux militaires russes,
et peut-être développer sur la question de la mobilisation des jeunes, qui a été au cœur des débats ces dernières semaines. Et puis un dernier point sur les vulnérabilités, sur les concepts de sécurité globale et de comment prendre en compte nos vulnérabilités, notamment en matière de transition énergétique, transition de notre agriculture, par exemple notre vulnérabilité sur le plan des engrais, mais aussi du combustible nucléaire, par exemple. Comment ces aspects sont ou devraient être mieux pris en compte dans la manière dont on améliore notre résilience face aux Russes. Merci à tous pour ces questions extrêmement riches. Évidemment, je vais faire de mon mieux, mais je ne suis pas spécialiste de tous ces points, mais pour vous donner en tout cas ou restituer l'état de la réflexion qu'on a pu mener à l'IFRI. Je vais prendre dans l'ordre et commencer effectivement par la question Russie-Chine. Qui est abordé à plusieurs reprises, aussi bien dans les relations diplomatiques que sur les questions de défense, parce que la Chine apparaît, et on le cite, comme l'une des forces de la Russie aujourd'hui dans son grand arrière stratégique, aussi bien économique d'ailleurs, diplomatique que militaire, avec, on l'a vu, la réorientation des flux massifs, des flux économiques massifs entre de la Russie, qui avait l'Europe comme principal partenaire économique avant la guerre, et qui l'a réorienté assez rapidement vers la Chine, ces flux économiques. Et cette bascule économique a souvent trop été vue comme... on a entendu mariage de raison, finalement, faute de mieux, contrainte pour le contournement des sanctions. Je vous encourage tous à relire encore la déclaration commune entre Vladimir Poutine et Xi Jinping le 4 février 2021, 2 semaines avant l'invasion de l'Ukraine, sur lequel c'est bien plus qu'un mariage de raison, mais une vision du monde commune entre la Russie et la Chine, et un agenda de révision de l'ordre de sécurité internationale, un projet alternatif à la démocratie libérale que nous connaissons, et un projet de rétablissement de sphères d'influence, d'une forme de gouvernance par les grandes puissances, qui me semble toujours extrêmement frappant par une forme de cohérence, et qui irrigue cette relation. Le Premier ministre chinois l'a dit lors d'un déplacement en Europe, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi l'a dit lors d'un déplacement récent en Europe. La Chine considère qu'elle ne peut pas se permettre de voir la Russie perdre en Ukraine. J'ai pu avoir des échanges avec des officiels chinois qui m'ont confirmé cette vision d'un risque de sécurité politique tel que défini aujourd'hui par Pékin, de voir une Russie être défaite en Ukraine. Donc la capacité aujourd'hui des Occidentaux, et je veux croire dans les tentatives qui sont menées aujourd'hui, y compris par le président de la République, pour amener la Chine à un rôle de pression, on va dire, sur Vladimir Poutine pour se mettre à la table des négociations. En tant qu'analyste des relations internationales et des questions de sécurité, je vois une Russie et une Chine qui n'ont cessé de renforcer leurs liens, qui renforcent une convergence de leur vision. Bien sûr, ils ont des divergences d'intérêts en Asie centrale. Bien sûr, la Chine fait payer au prix fort la Russie pour la négociation du gazoduc Force de Sibérie, par exemple, qui permettra à la Russie d'exporter son gaz, non plus en Europe, mais en Chine. Mais dans l'ensemble, c'est une convergence. Et ça, c'est un défi collectif, d'abord pour ce qu'on appelle l'interconnexion des théâtres. Les Américains qui cherchent à segmenter, à séparer le théâtre de l'Indo-Pacifique et du théâtre euro-atlantique. C'est à nous aussi de souligner la profonde interconnexion entre ces théâtres. On a évidemment la question de la Corée du Nord, qu'on avait l'habitude de catégoriser comme un acteur
de déstabilisation régionale qui a montré aujourd'hui qu'elle pouvait peser sur une crise de l'autre côté de l'espace eurasiatique, et ça n'aurait pas pu se faire sans un accord au moins tacite de la Chine, et donc à mon sens c'est un enjeu, et personnellement je ne mettrais pas trop d'espoir malheureusement dans une dissension. Alors certes, il y a une forme de dépendance de Moscou à Pékin, qui ne satisfait pas pour autant les décideurs russes, mais qui n'est pas fondamentalement perçue par les Russes autrement que comme le prix à payer précisément pour s'adosser à ce grand arrière économique, industriel, technologique que constitue la Chine, et dont la contribution à l'effort de guerre en Ukraine n'a cessé de s'accroître. Sur la question autour de la résilience de la société russe, c'est pas ma spécialité. Tatiana Kosieva-Jean, qui est directrice du Centre Russie-Eurasie, a écrit ce chapitre de ce point de vue-là. Et effectivement, très dur aujourd'hui de prendre la température dans une société russe qui elle-même est extrêmement fragmentée et travaillée par de très fortes inégalités. On voit que la guerre en Ukraine et son coût énorme a provoqué une forme de réorganisation avec l'émergence d'une nouvelle classe sociale, puisque les mobilisations russes en Ukraine se sont faites au prix de primes extrêmement élevées, et donc on voit bien dans les provinces et dans les périphéries de la Russie en fait émerger une classe de veuves de guerre, de familles ayant perdu des proches, mais qui ont bénéficié de compensations économiques. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a une forme de nouvelle classe qui a gagné aujourd'hui à cette association à l'effort de guerre, et qui crée aujourd'hui un terreau de résilience avec les élites des Siloviki que j'évoquais, qui viennent d'une certaine manière prendre en tenaille une classe moyenne qui, elle, souffre évidemment des privations liées aux sanctions, liées à l'inflation, liées au désinvestissement dans les différents secteurs publics, etc. et les services. On sent bien une forme de tension. Pour autant, nous, notre analyse, c'est que le régime n'est pas aujourd'hui ni aux abois sur le plan politique, ni au bord d'une révolution, même si ce type de choses est toujours difficile à sentir. Sur la question de l'aide au développement, puisqu'on en a eu deux là-dessus, je pense effectivement que le message que l'on a cherché à envoyer était de dire l'Europe a considérablement investi et doit continuer à investir dans son outil d'aide au développement à condition d'être capable de le traduire dans des bénéfices diplomatiques et stratégiques, ce qui n'a pas du tout été le cas. Pour avoir travaillé pendant plus de 4 ans sur les questions de sécurité au Sahel, j'ai vu la difficulté à articuler ce fameux mantra de 3D, défense, diplomatie, développement, pour produire des effets politiques satisfaisants, sachant que la conditionnalité d'une part a pu créer du ressentiment chez les partenaires qui avaient l'impression d'une forme d'impérialisme créé par cette aide au développement, qui était des fois conditionnée à des transformations sociétales qui n'étaient pas souhaitées par les partenaires. Donc je pense qu'il faut savoir faire du développement sans être donneur de leçons, et en même temps ne pas s'engager dans des formes d'aide au développement qui ne produisent aucun effet politique en termes d'alignement, d'intérêt et de positionnement. Et donc là, c'est ce travail aujourd'hui d'articulation
on le voit en France où voilà, l'Agence française du développement s'est finalement émancipée de sa tutelle historique du ministère de la coopération et des relations politiques. Il y aura peut-être davantage à resserrer ces liens, y compris au niveau européen. On voit des grands projets européens comme EU Global Gateway qui ne sont pas forcément traduits par des choix politique des partenaires qui l'ont choisi. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer les partenaires à choisir, mais il s'agit d'être capable de traduire en intérêt diplomatique et stratégique cet instrument qu'est l'aide au développement, qui évidemment a sa propre logique, et qui ne doit pas être entièrement subordonné à l'instrumentalisation diplomatique, mais qui ne doit pas en être déconnecté pour autant. Sur votre question, monsieur le sénateur, sur finalement l'opportunité d'une agression russe et la préparation des forces européennes dans ce cadre-là. Je vais être très clair. Tout d'abord, la Russie, aujourd'hui, il y a deux choses qui empêchent la Russie de s'attaquer à un autre pays d'Europe. C'est tout d'abord l'Ukraine et la résistance ukrainienne qui mobilise plus de 700 000 soldats russes, c'est-à-dire une part essentielle, sinon quasi complète de sa force opérationnelle disponible au moins sur le plan terrestre. Qui fait que tant que la Russie est impliquée en Ukraine, elle ne l'est pas ailleurs. Vous disiez, Monsieur le Président, vous évoquiez votre déplacement à Tapa en Estonie. Les Estoniens le savent bien, dans les casernes de Pskov qui sont de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, même si les choses ont un petit peu changé depuis 2025, ces forces sont largement dégarnies parce qu'elles ont été mobilisées pour l'Ukraine. On pourrait dire mais ça n'entrave pas l'investissement à la frontière des forces russes. Absolument, parce que l'objectif de la Russie est d'augmenter justement sa structure de force de manière à pouvoir éventuellement engager de conflits en même temps, d'où les dates de 2027, de 2030 qui circulent parfois, qui sont liées en fait au calendrier d'accroissement de la structure de force russe, mais aujourd'hui c'est pas le cas, et tant que d'une certaine manière l'Ukraine résiste et continue à mobiliser un tel vivier, finalement l'Europe est protégée d'une attaque de grande ampleur. C'est pas forcément ce ne sera pas forcément le cas toujours ni demain. L'autre chose qui l'empêche, c'est évidemment la cohésion transatlantique et la solidité de l'OTAN. Vladimir Poutine a montré à de nombreuses reprises, il n'a pas l'intention aujourd'hui de s'engager dans une confrontation directe avec l'OTAN, avec en tout cas une OTAN dans laquelle les Américains sont malgré tout impliqués. Si demain, l'un ou les deux de ces facteurs venaient à évoluer, soit du fait de la défaite ukrainienne, soit du fait d'une réarticulation brutale des États-Unis qui pourrait être en cours, il y a une Force Posture Review qui est aujourd'hui en discussion, évidemment l'opportunité pourrait se saisir. Du côté européen, puisque c'est le sens de votre question, sommes-nous prêts, est-on capable de déplacer les troupes dans le temps imparti? Vous avez là la question de la cinématique de la crise. Si je prends le modèle ukrainien, les premiers signes avant-coureurs ont eu lieu 6 mois avant. 3 mois avant, les services américains tiraient la sonnette d'alarme. Pour peu qu'on ait réagi aux alertes du renseignement, c'est amplement suffisant pour déployer ce que les contrats opérationnels prévoient aujourd'hui pour les forces françaises ou pour les autres pays européens sur le secteur qui pourrait être menacé. Certains pays ont fait le choix du prépositionnement, c'est le cas de l'Allemagne qui déploie une brigade désormais entière, permanente en Lituanie. La France fait plutôt le choix d'une capacité de projection dynamique, comme elle l'a démontré avec la projection d'une brigade en Roumanie pour l'exercice d'Asian Spring, dans un contexte finalement similaire qui reste celui de la défense de l'OTAN. Les enjeux sont ceux
bien sûr de la mobilité, mais donc de la réactivité d'abord aux signes avant-coureurs qui pourraient exister, et surtout des structures de commandement et des capacités, des capacités de mise en œuvre des unités à grande échelle. Et là, vous avez, en tout cas pour le domaine terrestre, mais aussi pour le domaine aérien un petit peu moins naval, un grand défi autour de la présence ou de l'absence américaine. C'est-à-dire que tout ce qui donne la cohérence à nos systèmes de force et à nos commandements modernes aujourd'hui, qui sont le renseignement, la logistique, l'intercommunication des systèmes d'information avec des clouds de combat et des systèmes d'information et de commandement, aujourd'hui, sont quand même très largement contrôlés par les États-Unis. Donc c'est dans ce travail de dérisking aujourd'hui qu'il faut s'avancer, y compris au sein de l'Alliance, et puis un certain nombre de trous capacitaires que j'ai évoqués. Dans le domaine terrestre, il me semble que c'est du côté de la puissance de feu qu'il faut regarder et de la défense solaire d'accompagnement, capacité de frappe de longue portée. Dans le domaine aérien, il me semble que c'est les capacités de neutralisation de défense aérienne ennemie et de revalorisation des stocks de munitions. Et dans le domaine naval, on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais tout ce qui est autour de la lutte anti-sous-marine qui sera un défi important. Sur le volet humain et la préparation des combattants, y compris la mobilisation de la jeunesse, évidemment, c'est un sujet important qu'on a regardé avec les indicateurs qui sont les nôtres, le niveau d'entraînement, les journées de préparation opérationnelle, les heures de vol pour les pilotes, journées à la mer, etc. Sur tous ces indicateurs, les Européens sont très largement devant les Russes. Donc on a, et ça apparaît clairement, des forces européennes qui globalement sont mieux entraînées, mieux formées, ont un niveau de qualification, un niveau d'encadrement, un taux d'encadrement qui est meilleur que celui des armées russes. Du côté de la Russie, en revanche, il y a une acceptation de la perte humaine, une valorisation de la vie humaine. Je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. J'ai plutôt tendance à penser que c'est une faiblesse sur le long terme, mais malheureusement, il y a une capacité à encaisser le choc et les pertes du côté russe qu'il faut regarder de près. Et je pense, à mon niveau, que c'était aussi un des sens de l'intervention du chef d'état-major des armées qui a suscité l'émoi médiatique, mais qui renvoyait aussi à cette réalité terrible de la guerre qui est celle des pertes humaines. Sur la mobilisation de la jeunesse, je pense qu'on est sur deux modèles extrêmement différents. La Russie a très clairement, et dès avant la guerre à large échelle en Ukraine, misé sur une forme d'embrigadement dès le plus jeune âge. On parle de l'école primaire, voire de l'école maternelle, d'une jeunesse dans une forme de nationalisme revanchiste et mettant en avant le sacrifice. Là où, du côté des sociétés européennes, on est sur le pari d'une jeunesse qui décide de s'engager volontairement, d'où le sens aussi à ma compréhension de la notion de service volontaire. Évidemment, selon les pays et la perception de la menace, cette mobilisation de la jeunesse peut varier. On le voit du côté des pays d'Europe centrale et d'Europe du Nord, une jeunesse qui aujourd'hui fait ce pas vers l'engagement. Ça se fait pas forcément au détriment de la formation professionnelle ou de l'engagement et de l'évolution dans la carrière. Au contraire, c'est tout le défi d'être capable de faire correspondre à cette volonté d'engagement aussi les appétences d'une jeunesse, d'une société démocratique ouverte et égalitaire. Je pense que c'est aussi un des signaux qui est important de montrer à travers ces différents dispositifs. Enfin, sur les questions, alors j'oublie pas la question sur les aspects politiques.
je terminerai là-dessus, mais sur la conception de sécurité globale, transition écologique, flux, aspect agriculture, etc., c'est effectivement très largement évoqué dans le chapitre sur la géoéconomie. Nous, ce qu'on conclut, c'est que, évidemment, la transition énergétique doit être une force de sécurité pour l'Europe, liée à la réduction de la dépendance, liée à une forme de consolidation et d'autonomie stratégique européenne. On nous a parfois accusé d'être un petit peu trop optimiste sur la capacité à mener à bien en Europe cette transition énergétique. Je ne suis pas l'auteur du rapport, mais fondamentalement, oui, le mix énergétique vers lequel l'Europe a fait le choix de s'orienter, qu'elle y parvienne ou non, devrait être de nature à renforcer sa sécurité. Pareil sur une agriculture raisonnée, à condition évidemment qu'elle réponde aux besoins alimentaires européens. Il ne s'agit pas non plus de prôner l'autarcie, c'est pas du tout le cas, puisque la maîtrise aussi de la sécurité des voies maritimes de communication ne doit pas être, continuera de toute façon à participer à cette notion de sécurité globale. Sur l'influence russe sur les différents partis politiques, et je ne m'exprimerai pas sur des partis spécifiquement ici, même si certains exemples ont pu être cités, c'est une des actions de la Russie et de longue date, qui a mis en place des réseaux de sociabilité informels, des moyens de subversion. On l'a vu encore récemment avec des mises en examen aussi des actions clandestines. Ça fait partie de l'ensemble du champ de la Russie, qui se satisfait à chaque fois que la classe politique se déchire sur les questions de sécurité ou sur d'autres aspects, de pouvoir paralyser d'une certaine manière la décision des grandes puissances européennes. Voilà, et je pense que c'est la responsabilité de chacun, y compris ici, mais c'est pas à moi de le rappeler, de prendre en acte de ces actions de déstabilisation, de faire preuve d'aucune naïveté sur les instrumentalisations, y compris sur les réseaux sociaux qui sont faits, sur la reprise d'un certain nombre d'éléments de langage. Venant de la Russie, on en a vu malheureusement des exemples extrêmement frappants au cours de ces dernières semaines dans le débat public en France et ailleurs en Europe. Et je pense que le travail de sensibilisation, celui qui a commencé à être mené par une structure telle que Viginum, nous est extrêmement précieuse pour... sans pour autant renoncer au débat contradictoire démocratique qui fait notre spécificité, être capable d'identifier la main des acteurs inauthentiques étrangers qui viennent travailler à la subversion des différentes sociétés. Merci. Merci. Moi, j'ai juste un élément complémentaire, mais vous y avez apporté... en partie les réponses, en terminant notamment par la question de Viginum. Nous avons eu une audition la semaine dernière très, très intéressante sur le fonctionnement de cette structure et surtout sur son intérêt. Vous l'avez dit, ça n'est nullement la remise en cause du débat démocratique. Et Viginum traite le contenant plutôt que le contenu. Et je pense que c'est important de le repréciser. Moi, sur la question de la relation directe avec l'UE, finalement, on a toujours dit que c'était une guerre d'usure, sauf pour les Russes qui ont pensé pouvoir en quelques heures régler le problème. Ça n'a pas été le cas et on est très vite rentré dans une guerre d'usure. Alors la question, c'est de savoir si la guerre d'usure, aujourd'hui, elle profite à la Russie ou elle profite à l'Union européenne. On voit régulièrement, effectivement, des appels de fonds importants pour soutenir l'Ukraine et c'est heureux de pouvoir le faire. La question, c'est combien de temps on va pouvoir le faire.
Jusqu'où va-t-on pouvoir aller, aussi bien dans l'effort financier que dans l'effort militaire, mais aussi que dans l'effort du bouclier démocratique, c'est-à-dire jusque quand allons-nous pouvoir résister à tous ces éléments, et finalement à qui profite le crime? Est-ce que les usés, ce ne seront pas nous, l'Union européenne, au fil du temps? C'est une question d'intérêt, c'est pas du tout ce que je pense, mais je pense qu'elle est évoquée aussi dans nos populations, et les échanges qu'on peut avoir avec nos citoyens, quelquefois, vont dans ce sens, et il faut pouvoir avoir les bonnes réponses. Je pense que vous êtes tous d'accord sur ce qu'on entend les uns et les autres sur nos territoires. Il y a peut-être Daniel Grémillet qui voulait s'exprimer aussi, parce qu'il y a un volet autonomie, agriculture, enfin très fort, autonomie alimentaire. Oui, merci, M. le Président. Énergie. Et puis peut-être une réaction par rapport, M. le Directeur, ce que vous avez évoqué, notamment lorsque vous avez dit la Chine ne peut imaginer et admettre que la Russie soit défaite. Mais la Chine peut se permettre aussi de se brouiller de cette manière-là, aussi avec les Européens. Première question. Deuxième question, est-ce que l'Europe a la capacité aujourd'hui de réarmer ses propres armées par rapport aux livraisons qui sont faites en temps et en heure pour la défense de l'Ukraine? Et troisième question concerne effectivement l'agriculture. On a vu que les premières sanctions qui ont été faites suite au conflit, déjà avec la Crimée, mais dès le début du conflit avec l'Ukraine, que la Russie avait eu un comportement très offensif de recentrage et de recherche de développement pour sécuriser son approvisionnement alimentaire pour ses populations, alors qu'avant, elle venait chercher facilement en Europe ces technologies, et on a été quelques-uns juste avant que les déplacements soient compliqués sur la Russie à s'en rendre compte. Est-ce qu'aujourd'hui, cette capacité effectivement de souveraineté alimentaire pour les Russes est toujours dans cette même dynamique ou pas, compte tenu de l'effort de guerre qui est concentré et qui, en vous écoutant, met peut-être un peu à mal les capacités financières qui sont absolument nécessaires sur ce volet-là? Je voudrais juste revenir sur la question de l'aide publique au développement. Autant je partage ce que vous avez dit sur la perception par les pays qui reçoivent et le caractère donneur de leçons ou intrusif. Mais vu que vous avez eu une expérience au Sahel, j'aimerais en profiter. Parce qu'il y a un discours qui s'est installé sur le fait que l'AFD se soit émancipée de ses tutelles. Et j'essaye de comprendre en fait d'où ça vient, parce qu'il se trouve que je siège au conseil d'administration de l'AFD, et que de mon expérience, il n'y a pas un dossier qui passe en conseil d'administration qui ne soit pas avec l'accord des deux tutelles, c'est-à-dire autant du Trésor que du ministère des Affaires étrangères. Pas un seul. C'est-à-dire que c'est des dossiers qui sont travaillés bien en amont pendant des mois avec les ministères du tutelle respectifs. Donc j'essaie de comprendre d'où vient cette question de l'émancipation. Est-ce que c'est pas à l'inverse le fait que les ministères en question n'exercent pas suffisamment la tutelle, mais auquel cas c'est plus au niveau, disons, au-dessus, parce que les administrations clairement travaillent dans ce sens-là. Sachant que l'AFD n'a pas de com actuellement. Donc il y a aussi un sujet de comment le politique se saisit de l'instrument. Et je reviens encore une fois sur la question de la slide et des volumes, parce qu'effectivement, on va avoir une discussion budgétaire sur l'aide publique au développement mardi prochain. Donc, donc vous savez qu'on a drastiquement diminué les volumes de l'aide publique au développement depuis l'an dernier. Est-ce qu'il y a un calibrage particulier que vous vouliez déterminer sur la base de cette slide, puisque voilà, donc l'Allemagne est bien au-dessus de nous, la Suède également. Sur le volume de l'aide publique au développement, est-ce que vous avez un commentaire ? Merci. Je vais commencer tout de suite sur cette question-là, parce que mon objectif n'était pas du tout de blâmer l'AFD pour son bilan. Effectivement, je pense que
le bas blesse dans l'articulation. Alors voilà, est-ce que ça doit prendre la forme d'une tutelle, d'une réflexion commune? Et j'ai pu très largement à l'époque échanger avec les représentants de l'AfD et d'ailleurs qui soutiennent également la recherche sur les questions à la charnière entre la sécurité et le développement. Et je pense qu'il y a un travail qui est fait, important, mais force est de constater qu'on n'a pas réussi à trouver la prise qui permettait de traduire cette aide, malgré tout conséquente. On va revenir sur sa dérivée qui effectivement est aujourd'hui négative, mais une aide conséquente pendant des années, et une perception du côté des populations, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres endroits. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des pays, des espaces où l'aide publique au développement européenne, malgré tout, se traduit par des liens forts. Mais on n'a pas forcément articulé cette offre dans une offre globale, ou en tout cas ça n'a pas été perçu comme tel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont surpris de voir l'AfD se retirer du Sahel au moment où les relations politiques entre ce qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui et les pays européens se sont dégradées. Mais en fait, ça montre bien que la connexion entre tout ça, entre ceux qui permettaient que des fonctionnaires soient rétribués à Bamako ou à Niamey, et l'entente politique sur l'ensemble, et que des projets de développement soient menés sur des zones urbaines, à Akai ou Sikasso. Finalement, tout ça n'a pas forcément été bien compris, peut-être voilà, sans doute de notre faute. Je ne sais pas, est-ce que c'est à quel endroit cette articulation ne se fait pas, peut-être parce qu'on n'a pas voulu jouer le jeu que les Chinois, que les Russes, que les Turcs, que même des fois les Américains jouent de façon extrêmement transactionnelle, en disant bah voilà, pour tel soutien au Conseil de sécurité ou sur tel dossier, vous aurez tel projet. Parce que voilà, les processus et la transparence et l'esprit même de l'aide publique au développement en Europe refusent cette forme de transactionnalité, en disant mais c'est notre intérêt aussi que ces pays puissent se développer. Donc encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des questions d'aide au développement, donc je veux pas en dire davantage, mais je constate en tant que observateur des questions de sécurité que cet outil de l'aide au développement n'a pas su contribuer efficacement du fait du manque de l'articulation. Et effectivement, peut-être que c'est du côté des ministères de tutelle, peut-être que c'est simplement du côté de la conception partagée du projet et des intérêts et européens et nationaux quand c'est le cas, qu'on n'a pas pu articuler cette rotule. Sur la trajectoire, effectivement, la trajectoire est en baisse. Elle est en baisse partout en Europe d'ailleurs, parce qu'on voit que l'Allemagne reste élevée, la Suède reste élevée, parce que c'est des pays qui ont une forte tradition d'aide au développement dans leur budget et dans leur politique étrangère, mais tout le monde réduit en Europe, et c'est effectivement un sujet de préoccupation. Alors l'IFRI ne produit pas de recommandations sur le juste niveau à l'échelle européenne ou dans le cas français spécifiquement, et encore une fois, j'ai pas du tout l'expertise pour donner le juste niveau, mais on attire tous l'attention, je pense, sur le fait que c'est pas en cassant l'outil qu'on va le réparer. Et c'est pas en le définançant qu'on améliorera, on va dire, son impact politique et de sécurité. Mais j'en dirai pas plus. Monsieur le sénateur, vous avez posé des questions sur la Chine. La Chine peut-elle se permettre de se brouiller avec l'Europe pour continuer à soutenir la Russie ? C'est une bonne question.
j'ai tendance, mais peut-être que c'est une déformation professionnelle, à considérer que les préoccupations de sécurité en Chine tendent à l'emporter sur les considérations économiques. Ça ne veut pas dire que les considérations économiques ne pèsent pas. Elles pèsent évidemment considérablement, a fortiori dans le cadre de la guerre commerciale menée entre les États-Unis et la Chine. On sait à quel point le débouché européen est important pour la Chine, et je pense que c'est un levier dont l'Europe pourrait jouer, mais l'a-t-elle véritablement utilisé, cette carte ? Jusqu'à quel point, puisque la relation économique entre la Chine et l'Union européenne, elle est à deux sens, et on sait que la Chine a certes besoin de ses débouchés européens, mais l'Europe a aussi besoin de son accès au marché chinois et à la production chinoise. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment été capable de jouer pleinement ce risque de la brouille économique sur l'autel des questions de sécurité en Europe ? J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est pas ce qui inquiète les Chinois particulièrement de perdre leur accès aux Européens à cause de l'Ukraine. Peut-être qu'ils devraient le craindre davantage, mais là aussi, force est de constater qu'on n'a pas forcément passé ce message ou joué ce rapport de force économique pour le coup pleinement. Et c'est toute l'idée du net assessment et de l'exploitation des forces et des faiblesses à l'échelle multidimensionnelle que l'on suggère. Sur les livraisons aux armées européennes et leur réarmement par rapport à l'aide à l'Ukraine, je pense que tout d'abord, les pays qui ont aidé et qui continuent à aider l'Ukraine le plus fortement en valeur financière sont aussi les pays qui suivent la courbe la plus aiguë en termes de leur propre défense. C'est-à-dire que ceux qui comprennent la nature de la menace et qui prennent au sérieux financièrement l'aide à l'Ukraine sont aussi des pays qui se renforcent pour leurs propres armées. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer les deux. Vous avez d'abord une captation de l'innovation technologique de défense en Ukraine qui vient travailler, et si vous êtes présent en Ukraine, vous avez tendance à mieux vous préparer contre un adversaire qui aujourd'hui serait le même que celui des Ukrainiens. Il y a fort à parier que l'armée russe en 2030 sera une armée très massivement marquée par son expérience ukrainienne et qui ressemblera sans doute en partie à l'armée russe d'aujourd'hui qu'on voit en Ukraine. Je disais, vous parliez de l'effort des États. Au tout début de la guerre, dans les premiers mois, l'aide par pays, c'est l'Estonie en PIB par habitant qui tenait vraiment le chapeau en ayant une aide considérable par habitant. Ça reste le cas. L'Estonie reste à des niveaux très, très élevés, tous les pays baltes. Le Danemark a considérablement aidé. Il me semble que le Danemark est aujourd'hui le premier ou le deuxième pays en aide à l'Ukraine en pourcentage de PIB. Et donc, en revanche, la France, aujourd'hui, et là je me permets d'alerter en cette période de discussion budgétaire, si on suit le projet de loi de finances tel qu'il est formulé, risque de voir l'année 2026 être la plus faible en termes d'aide militaire bilatérale à l'Ukraine, à un moment même où la facilité européenne de paix, qui était le canal préféré de la France par lequel on faisait transiter cette aide, est bloquée depuis plus de 2 ans par la Hongrie. Et donc je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas opposer encore une fois la recapitalisation des armées européennes et l'aide à l'Ukraine. On parle de pourcentages extrêmement réduits. Aujourd'hui, on est sur quelques pourcents. Dans le cas de la France, je crois que c'est 0,1% du budget de la mission défense qui est consacré à l'aide militaire à l'Ukraine. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et on pourrait tout à fait rééquilibrer les choses. Ça permet également
à notre industrie de défense de se redimensionner. L'investissement en capital qui fait défaut depuis 2022, on le constate, sur la capacité de production, pourrait passer par des commandes à la hauteur des besoins en termes de haute intensité, qui sont celles de l'Ukraine. Aujourd'hui, tant qu'on reste sur des commandes strictement nationales qui sont calibrées sur une autre expression de besoin, on a une industrie de défense qui, d'une certaine manière, est anémiée et continue à travailler sur des petits volumes avec des produits à très haute valeur ajoutée technologique qui, certes, nous permettent de rester dans la course technologique, mais pas de répondre à ce besoin d'une économie de guerre dont le président de la République qu'il a appelé de ses voeux en juin 2022, mais qui peine malgré tout à se matérialiser. Voilà. Et sur l'approvisionnement alimentaire, à ma connaissance, il n'y a pas de pénurie alimentaire en Russie aujourd'hui, et donc que ce soit par les stocks constitués, par les voies d'accès différentes, et par le fait que d'ailleurs les produits alimentaires n'ont pas forcément été ceux qui ont été le plus ciblés par les embargos et les sanctions économiques même des Européens. Et par ailleurs, je rappelle systématiquement que vous avez moins de 50% du PIB mondial qui a placé des sanctions sur la Russie. Si vous regardez les pays qui ont posé des sanctions, les pays qui n'en ont pas posé, ceux qui n'en ont pas posé représentent plus de la moitié de la richesse produite. Donc voilà, pour avoir fait un tout petit peu de dynamique des fluides par le passé, vous voyez bien que les biens continuent à arriver, même s'ils sont renchéris, et d'où la question de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages en Russie. Vous n'avez pas de problème d'accès en tant que tel, à ma connaissance, mais je ne suis pas expert de ce sujet, peut-être sur des biens de niche, aux produits alimentaires. Merci. D'autres remarques? Ah oui. Pour le moins, là, ça fait deux auditions qui nous remettent d'aplomb, quand même, quelquefois. Écoutez, merci beaucoup de vos précisions. C'est vraiment très intéressant. Et quand c'est élaboré avec des graphiques parlants comme ceux-là, c'est vrai qu'on est bien plus renseigné et on y voit plus clair. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à tous. N'oubliez pas le vote de la première partie du PLF à midi. Je dis ça Non, c'est à midi. C'est un scrutin. Voilà. Non, mais ayez au moins la fierté qu'on soit allé jusqu'au bout.